Chapitre 3. Sur le chemin de son travail, Rick Deckard, comme la plupart des gens, s'arrêta quelques instants chez l'un des plus grands marchands d'animaux de San Francisco, au rayon des vertébrés terrestres. Au centre de l'immense vitrine d'exposition, dans une cage de plastique transparent chauffé, une autruche le regarda aussi curieusement qu'il la regardait. Selon la pancarte accrochée à la cage, le gros oiseau venait tout juste d'arriver d'un zoo de Cleveland. C'était la seule autruche de toute la côte ouest. Après l'avoir bien examinée, Rick perdit encore quelques instants à considérer le prix que portait l'étiquette. Puis il gagna le palais de justice de Lombard Street et constata qu'il avait un quart d'heure de retard. Il n'avait pas sitôt mis la clé dans la serrure de son bureau que son supérieur, le commissaire Hardy Bryant, un rouquin aux oreilles en chou-fleur, mal habillé, mais dont l'œil malicieux ne laissait pratiquement rien échapper, se planta devant lui. « Soyez à 9h30 dans le bureau de Dave Holden, laissa-t-il tomber en feuilletant une liasse de pelures dactylographiées, fixée au moyen de 2 pinces à dessin sur une plaque de plastique. Holden est à l'hôpital Mount Sion. Il a reçu une décharge de laser dans la colonne vertébrale. Sur ces mots, il tourna les talons et repartit sans cesser de parler. Il y est pour 1 mois au moins, le temps qu'on mette la main sur une de ces prothèses vertébrales en plastique, qu'on puisse la lui implanter et s'assurer qu'elle a pris. Qu'est-ce qui s'est passé demanda Rick, qu'un grand froid avait saisi. Le Blade Runner numéro 1 du service était encore en pleine forme la veille. À la fin de la journée, il avait, comme à l'habitude, filé dans son autoplane vers son appartement du quartier ultra-chic de Nob Hill. Bryant lança quelques mots par-dessus son épaule, enjoignant à Deckard de se trouver à 9h30 dans le bureau de Holden, et le quitta. En pénétrant dans son bureau, Rick entendit dans son dos la voix d'Anne Marston, sa secrétaire. « Vous avez entendu ce qui est arrivé à M. Holden ? Il s'est fait tirer dessus. » Elle pénétra sur ses talons. Ça veut rien dire. Elle pénétra sur ses talons dans le petit bureau qui sentait le renfermer et mit les filtres à air en marche. Ouais. Probablement un de ces nouveaux andros super intelligents que la Fondation Rosen fabrique en ce moment. Vous avez vu leur prospectus et nos propres feuilles de renseignement ? Le cerveau Nexus 6 qu'ils utilisent maintenant peut choisir parmi 2 trillions de constituants. 10 millions de trajectoires neuroniques distinctes. Elle baissa la voix. Vous avez loupé l'appel ce matin. Miss Wilde, du Standard, me dit qu'il a eu lieu à 9h précises. Qui est-ce qui nous appelait, s'enquiert Rick ? C'est nous qui appelions. Le commissaire Bryant. Il appelait l'OMP. En Russie. Il leur a demandé s'ils étaient prêts à envoyer une plainte contre le représentant à l'Est de la Fondation Rosen. Harry n'a pas renoncé à faire retirer le Nexus 6 du marché. Il n'était pas surpris. Depuis la publication de ses caractéristiques et de son livret technique en août 1991, tous les services de police chargés des androïdes en fuite avaient protesté contre l'unité cérébrale Nexus 6. Les flics russes n'y peuvent rien de plus que nous, dit-il. Légalement, les fabricants de l'unité Nexus 6 dépendaient des autorités coloniales. Leur maison mère était installée sur Mars. Nous ferions mieux de nous résigner à l'existence de cette nouvelle unité, puisque nous n'y pouvons rien. C'est toujours la même chose, à chaque amélioration des unités cérébrales. Je me souviens des hurlements qu'on a poussés quand les ingénieurs de ces Van Gogh & Co. ont mis au point leur vieux T-14 en 89. Toute la flicaille de l'hémisphère s'est mise à brailler qu'aucun test ne permettrait jamais de détecter leur présence en cas d'entrée clandestine sur Terre. D'ailleurs, c'était vrai. Si ces souvenirs étaient exacts, plus de 50 androïdes munis d'un cerveau T-14 avaient réussi à s'introduire sur Terre, et il avait fallu plus d'1 an pour détecter certains d'entre eux. Puis l'Institut Pavlov, en Union soviétique, avait mis au point le test d'empathie Voigt. Et aucun androïde T-14, du moins à ce qu'on savait, n'était jamais parvenu à passer ce test. « Vous voulez que je vous dise ce que les Russes ont répondu » demanda Miss Marston. « Je sais ça aussi. » Son visage semé de taches de rousseur rayonnait comme d'une lumière orangée. Bryant ne va pas tarder à me le dire. Rick se sentait irrité. Il avait horreur des ragots de bureau, parce qu'ils embellissaient toujours la réalité. Il s'assit à son bureau et se mit à fouiller dans son tiroir avec ostentation, jusqu'à ce que Miss Marston comprenne ce qu'il attendait d'elle et quitte le bureau. Du tiroir, elle tira alors une vieille enveloppe de papier brun, toute froissée. Il se pencha en arrière sur son siège de type directorial et, fourrageant dans le contenu de l'enveloppe, il finit par en extraire ce qu'il cherchait, toute la documentation sur Nexus 6. Un instant de lecture suffit à le convaincre que pour une fois Miss Marston avait dit la vérité.
Le Nexus 6 était bel et bien muni de 2 trillions de constituants et pouvait choisir entre 10 millions de combinaisons d'activités cérébrales possibles. En moins de 3/4 de seconde, un androïde ainsi équipé pouvait adopter l'une des 14 attitudes de réaction dont il disposait. Aucun test d'intelligence ne coincerait un endroit pareil. Et puis quoi? Ça faisait des années qu'on n'utilisait plus les tests d'intelligence pour les coincer, depuis les modèles rudimentaires au début des années 80. Eric songea que les androïdes de type Nexus 6 surpassaient plusieurs classes de spéciaux quant à l'intelligence. Autrement dit, les andros ainsi équipés représentaient l'aboutissement d'une évolution qui les avait conduits de l'état d'outil perfectionné à celui de quasi-être humain. Les andros formaient désormais une section, inférieure certes, de l'humanité, pour le meilleur et pour le pire. À certains égards, le serviteur surpassait maintenant le maître. Il avait fallu établir de nouveaux critères fondés sur certaines qualités particulières, comme le nouveau test d'empathie Voigt-Kampff, pour être en mesure de continuer à juger et distinguer. L'androïde le plus doué en termes de capacité intellectuelle pure restait incapable de comprendre, et encore moins de ressentir, la fusion spirituelle et physique qui faisait partie de l'expérience quotidienne des adeptes du mercérisme. Une expérience que Rick lui-même et tous les autres, y compris les débiles infranormaux, connaissaient sans difficulté. Comme la plupart des gens, il s'était parfois demandé pourquoi les androïdes réagissaient n'importe comment aux tests de mesure de l'empathie. De toute évidence, l'empathie appartenait en propre à l'esprit humain, alors que l'intelligence se retrouvait, avec des différences de degré, à tous les échelons de l'évolution, jusque chez les arachnides. D'abord, la faculté d'empathie ne pouvait appartenir qu'à un animal social. Un organisme solitaire, comme celui de l'araignée, n'en avait aucun besoin. Bien au contraire, l'empathie amoindrirait probablement les chances de survie de l'araignée qui en serait dotée. Elle deviendrait consciente du désir de vivre de sa proie. Avec une telle faculté, tous les prédateurs, y compris les mammifères les plus évolués, les félins, crèveraient de faim. Un jour, il s'était convaincu du fait que l'empathie était nécessairement confinée aux herbivores, ou à ceux des omnivores capables de survivre en se privant d'une alimentation carnée. Parce qu'en dernière analyse, l'empathie brouillait les frontières entre chasseurs et chassés, entre vainqueurs et vaincus. Comme au cours de la fusion avec Mercer, tout le monde montait de concert ou, quand le cycle parvenait à sa fin, retombait dans le puits sans fond du monde du tombeau. C'était une sorte d'assurance biologique, mais à double tranchant. Il suffisait qu'une seule créature éprouve de la joie pour que toutes les autres en ressentent une bouffée, et en revanche, la souffrance d'un seul être faisait planer une ombre sur les autres. Un animal grégaire, comme l'homme, y gagnait en capacité de survie, alors que pour un cobra ou une chouette, c'était la destruction assurée. De toute évidence, le robot humanoïde était un prédateur solitaire. C'est ainsi du moins que Rick aimait à se les représenter. Cela rendait son travail plus acceptable. En réformant, c'est-à-dire en tuant un andro, il ne violait pas la règle de vie établie par Mercer. Tu ne tueras que les tueurs, avait dit Mercer lors de l'apparition des premières boîtes à empathie. Et quand le mercérisme était à peu près devenu une théologie complète, le concept des tueurs avait connu un développement insidieux. Le mal absolu tentait d'empêcher la pénible et chancelante ascension du vieillard en s'accrochant aux manches délavées de sa tunique, en le lapidant sans cesse. Mais on ne savait jamais exactement ce qu'était au juste cette présence maligne. Un mercériste sentait le mal, sans le comprendre. Il en avait l'intuition. Autrement dit, le mercériste était libre de localiser la présence nébuleuse des tueurs là où il lui plaisait. Pour Rick Descartes, un robot humanoïde en fuite, un robot qui avait tué son maître, qui possédait une intelligence plus vaste que celle de bien des êtres humains, mais qui ne respectait pas les animaux, et se trouvait dénué de la faculté empathique qui lui eût permis de se réjouir des succès et de pleurer les défaites d'une autre forme vie que la sienne. Pour Rick Descartes, un tel être était le parangon du tueur. À propos d'animaux, il se souvint soudain de cette autruche aperçue dans la boutique. Écartant pour le moment les documents sur le Nexus 6, il prit une pincée du mélange à priser numéro 3 et 4 de Mrs. Siddon et se mit à réfléchir. Puis il regarda sa montre, brancha son vidéophone de bureau et appela Miss Marston. « Appelez-moi la boutique au Chien Joyeux, dans Sutter Street. »« Oui, monsieur. »« Ils ne peuvent pas vraiment demander un prix pareil de leur autruche, se dit Rick. Ils doivent avoir une possibilité de marchandage, comme dans le temps. »« Au Chien Joyeux, à votre service !» déclara une voix masculine, tandis qu'un petit visage engageant s'inscrivait sur l'écran du vidéophone. On entendait des cris d'animaux dans le lointain.
C'est à propos de cette autruche que vous avez en vitrine, exposa Rick. Il tripotait un cendrier de céramique sur son bureau devant lui. Quel est le versement comptant? Voyons un peu, répondit le marchand d'animaux en mettant la main sur un bloc et un stylo. Un tiers comptant. Il calculait mentalement. Puis-je vous demander si vous comptez nous rendre un animal en échange? Rick était sur la défensive. Je ne suis pas encore décidé. Nous pourrions vous accorder un crédit de 30 mois. Taux d'intérêt extrêmement restreint, 6% par mois. Après un premier paiement raisonnable, ça vous ferait dans les... Votre prix est trop élevé, interrompit Rick. Faites-moi une ristourne de 2000 $ et je laisse tomber le crédit. Je ne vous demande pas non plus de reprise sur un autre animal, je paie comptant. Dave Holden n'est plus dans la course pour le moment, songeait-il. Ça peut rapporter gros s'il y a assez de contrats dans le courant du mois. Voyons, monsieur, rétorquait le vendeur d'animaux, notre prix est déjà très étudié. 1000 $ en dessous du prix catalogue. Vérifiez dans l'Argus, je vous en prie, pendant que je suis en ligne. Je veux que vous vous rendiez compte par vous-même. Nos prix sont très étudiés, très raisonnables. Bon Dieu, songea Rick, ils ne sont pas prêts à en rabattre. Cependant, par acquis de conscience, pour aller jusqu'au bout, maintenant que c'était fichu, il sortit son Argus fatigué de la poche de son manteau et commença à le feuilleter. Autruche, virgule, mâle, femelle, vieille, jeune, santé, virgule, bonne, mauvaise, première main, deuxième main. Il examina les prix. Première main, mâle, jeune, bonne santé, l'informait le vendeur. 30 000 $. Il avait lui aussi son Argus à la main. Notre prix est inférieur d'exactement 1000 $ à celui de l'Argus, comme je vous le disais. Donc, votre premier versement, il faut que je réfléchisse, dit Rick. Je vous rappellerai. Il fit mine de raccrocher. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît, se hâta de demander le vendeur. Frank Merriwell, lança Rick. Et votre adresse? Au cas où je serai absent quand vous rappellerez? Il se fabriqua une adresse et replaça le vidéophone. Tout ce fric, songeait-il, et il y a des gens qui les achètent. Des gens qui ont autant de fric que ça. Reprenant le receveur, il lança d'une voix coupante. Donnez-moi une ligne extérieure, Miss Martin, et n'écoutez pas ma conversation, c'est confidentiel. Il foudroya son image sur l'écran d'un regard furibond. Oui, monsieur. Allez-y, vous pouvez former votre numéro, vous avez la ligne. Elle coupa alors son propre circuit, ce qui le laissa face à un écran vide. Il forma de mémoire le numéro de l'atelier qui lui avait fourni son ersatz de mouton. Un homme habillé comme un vétérinaire apparut sur le petit écran. Docteur Macrae, déclara-t-il. Rick Descarbes, combien prendriez-vous pour une autruche électrique? Oh, disons que nous pourrions vous faire dans les 800 $. Quel délai de livraison souhaitez-vous? Ce serait une création, la demande n'est pas très... Je vous rappellerai, interrompit Rick après un coup d'œil à sa montre qui lui révéla qu'il était 9h30. Au revoir. Il raccrocha à la hâte, se leva. Quelques instants plus tard, il était devant la porte du bureau du commissaire Bryant. Il entra, passant devant la jolie réceptionniste à la longue chevelure d'argent, puis devant la secrétaire personnelle du commissaire, un monstre sorti tout droit des marécages du Crétacé, glacial et figé, comme quelque apparition du monde du tombeau. Aucune des deux femmes ne lui adressa la parole, et il ne leur dit pas un mot non plus. Ouvrant la porte capitonnée, il adressa un signe de tête à son supérieur hiérarchique, qui était engagé dans une conversation vidéophonique. Il s'assit, sortit la documentation concernant le Nexus 6 et entreprit de l'étudier de nouveau, tandis que le commissaire finissait sa conversation. Descartes se sentait déprimé, en bonne logique, pourtant. La disparition temporaire de Holden aurait dû lui causer pour le moins une satisfaction prudente.